Bonjour tout le monde, bienvenue à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ok, on me dit qu'on m'entend. Non, c'est bon. Bonjour à tous. Bienvenue du coup à ce webinaire DPE, webinaire qui va durer à peu près 45 minutes. Avant de commencer, vous avez à disposition, bah voilà, comme Nathalie a pu le tester, vous avez à disposition un chat de discussion, donc un petit onglet de discussion en bas à droite. N'hésitez pas à l'utiliser en cas de questions. J'essaierai d'y répondre en direct, en sachant qu'on va aussi se réserver un petit temps pour ceux qui le souhaitent à la fin du webinaire pour des questions-réponses. Donc, c'est avec plaisir. Donc, n'hésitez pas à poser des questions et n'hésitez pas surtout à essayer le chat, voir si tout fonctionne, si quelques personnes peuvent mettre un petit bonjour juste pour être sûr que tout le monde ait bien accès au chat de discussion. Magnifique. Super. OK. Du coup, pour commencer ce webinaire, je tenais évidemment à me présenter tout de même. Donc moi, c'est Romain, je fais du diagnostic immobilier depuis quelques années et aujourd'hui, je suis responsable technique et formation chez Dimo. Je suis aussi en charge de l'équipe support technique qui est en contact avec les clients après chaque rendez-vous quand ils ont des questions ou des demandes de modification. Et je m'occupe aussi de tout ce qui est maintien des certifications de nos diagnostiqueurs. Du coup, pour introduire un petit peu le programme d'aujourd'hui, on va tout d'abord assez brièvement parler évidemment des bases du DPE, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il implique, etc. On va aussi faire un retour sur toutes les nouveautés qu'il y a eu depuis 2021. Ah, je vois qu'il y a des personnes qui se connaissent dans dans le chat. Donc depuis 2021, toutes les nouveautés qu'il y a eu dans le DPE. On parlera ensuite des conséquences que peut avoir aujourd'hui un DPE. On verra comment optimiser sa note, des petites astuces de travaux les moins coûteuses possibles pour essayer d'aller chercher des points au niveau du DPE. Et on finira bien sûr avec les nouveautés, surtout la grande nouveauté qui arrive en 2026. OK. Bonjour Ambre. Alors du coup, pour commencer sur les bases du DPE, premièrement, bon évidemment c'est un diagnostic qui est obligatoire, ça je pense que vous le savez, mais dans quel cas? Dans le cas d'une vente ou d'une location, que ce soit pour de l'habitation ou du tertiaire, dès lors où il y a un système de chauffage fixe. Donc ça change d'un peu de tous les autres diagnostics où la plupart du temps c'est en fonction de l'année de construction ou alors de sa zone, par exemple pour les termites. Là pour le coup, le DPE, il faut le faire tout le temps, peu importe le type de bien, uniquement s'il y a un système de chauffage fixe. Alors on verra un petit peu après quelques subtilités, mais en tout cas la plupart du temps c'est comme ça que ça marche. Les principes du DPE, alors ce sera une estimation, en tout cas pour les DPE maison et appartements, ce sera une estimation des consommations ainsi que des émissions de gaz à effet de serre, donc la pollution, via une méthode de calcul qui est commune à tous, donc tout le monde est logé à la même enseigne, on appelle ça la méthode 3CL. Autre principe aussi du DPE, c'est évidemment, à la fin de ce document, de pouvoir proposer des recommandations d'amélioration énergétique, qui est un des grands intérêts du DPE. Son utilité, du coup, il va permettre d'informer l'acquéreur ou l'occupant pour de la location de ses consommations et de la pollution. Il permet aussi et surtout de comparer les biens entre eux. Ça permet aussi d'identifier les passoires thermiques. Alors ça, c'est plutôt pour l'État, bien sûr, pour mener derrière des actions. Et pour finir, ça permet d'inciter l'acquéreur ou le vendeur à faire des rénovations énergétiques. Donc ça, c'est vraiment la finalité, bien sûr, c'est de sortir des passoires thermiques. Maintenant qu'on a vu les bases, parlons rapidement quand même de quelque chose qui est assez important et assez intéressant à savoir. Il y a des conditions d'exemption de DPE. C'est-à-dire que le DPE n'est pas tout le temps obligatoire. Il y a certains cas où on peut s'en passer. Et je pense que c'est des cas qu'il faut prendre en compte et qui sont intéressants, puisque des fois, on le sait très bien, déjà un DPE, il faut le faire, donc ça a un coût. Et puis en plus de ça, peut-être que derrière, il y a un audit à faire. Donc il y a encore un coût supplémentaire. Donc ce serait peut-être intéressant de savoir quand est-ce qu'il faut le faire exactement ou pas. Première condition, les constructions provisoires. Il faut savoir que toute construction qui est vouée à être démolie sous 2 ans n'a pas besoin de DPE. Alors, encore faut-il avoir la preuve de ça, mais si vraiment c'est fixé, c'est acté que le bâtiment va être démoli sous 2 ans, alors il est exempté de DPE, que ce soit pour une vente ou pour la location. Donc c'est plutôt intéressant. Deuxième condition, on parle de bâtiments indépendants de moins de 50 mètres carrés. Alors, attention, je l'ai quand même mis, il faut bien sûr il faut différencier un appartement d'un bâtiment. Un appartement de 40 mètres carrés, bien sûr qu'il doit avoir un DPE.
On parle de bâtiment indépendant, c'est-à-dire que c'est une construction même, un ensemble de construction, c'est ça un bâtiment. Donc par exemple une maison. Alors, une maison de 40 mètres carrés de surface de plancher n'est pas obligée d'avoir un DPE. Elle peut l'avoir, c'est avec plaisir, mais c'est pas obligé. Donc on peut s'en passer dans le cadre d'une vente si la maison fait par exemple 45 mètres carrés. Donc c'est plutôt intéressant à savoir. Mais bien sûr, bien noter la différence entre qu'est-ce qu'un bâtiment indépendant, ça pour le coup c'est important. Autre cas, ça je pense que la plupart le sait, un bien qui est classé monument historique n'a pas d'obligation de DPE. On peut en faire, attention. On a le droit de faire un DPE sur un château, mais c'est pas obligé. Donc, on en profite. Et dernière condition, on l'a dit juste avant, évidemment, le DPE dépend de la présence d'un système de chauffage fixe. Donc, dès lors où il n'y a pas de système de chauffage fixe, il n'y a pas de DPE. Mais aussi, tout système de chauffage fixe qui n'est pas reconnu par le DPE. On pense à radiateur à bain d'huile, c'est pas reconnu par le DPE. Chauffage mobile, du coup, forcément, ce n'est pas reconnu. Cheminée à foyer ouvert, ce n'est pas reconnu par le logiciel DPE. Donc, par exemple, si vous avez une maison de 100 mètres carrés chauffée uniquement par une cheminée à foyer ouvert, donc là, sans la vitre qui est devant, alors elle n'a pas de système de chauffage fixe officiellement au regard du DPE. Donc, elle ne peut pas avoir de DPE. Alors là, c'est pas qu'elle est, ce n'est pas obligatoire, hein, pour le coup, c'est que c'est impossible pour nous de faire un DPE sur un bien qui a ce type de système. Donc c'est encore plus, pour le coup, on ne peut pas du tout. Il faudra qu'on vous édite une attestation de DPE non requis. Donc je pense que c'est quand même des cas intéressants. Je ne sais pas si tout le monde était au courant de chaque condition d'exemption, mais on pense que ça peut servir dans certains cas. On va parler maintenant du coup de la durée de validité. Donc le DPE, c'est valable 10 ans, on le sait. Petite subtilité, tous les DPE depuis janvier 2025, tous les DPE qui ont été réalisés avant le 1er juillet 2021 ne sont plus valables. Donc la durée de validité de 10 ans, finalement, elle commence après juillet 2021. Donc ça, il faut quand même le savoir. Ce serait dommage de se rendre compte effectivement au dernier moment que finalement, le DPE qui a été réalisé en 2020 n'est pas valable en 2025. Tout ça, on le verra plus tard pourquoi, mais en tout cas, voilà, la réglementation a changé à cette date-là, donc le DPE aussi, tout simplement. On va voir maintenant la méthode de réalisation d'un DPE, histoire de comprendre un petit peu comment on fait un DPE et derrière, ça nous aidera aussi à comprendre qu'est-ce qu'on a besoin aussi pour faire un DPE qui a une note optimisée. Pour réaliser un DPE, le diagnostiqueur doit tout d'abord, à une première étape, alors c'est l'étape la plus longue, euh, il va devoir calculer tout ce qui est au niveau des murs, des planchers et des plafonds et des fenêtres. Il va devoir faire des prises de mesure, identifier les matériaux et déterminer s'il y a une présence d'isolant ou non. C'est une étape qui est très longue parce que vous doutez bien que dans une maison, il y a beaucoup de murs, des planchers, il peut y en avoir beaucoup, des fenêtres, j'en parle pas. Donc cette étape-là, c'est souvent celle qui prend le plus de temps dans le DPE et c'est là où il faut être extrêmement précis parce que chaque mètre linéaire transformé en mètre carré rajoute énormément potentiellement de déperdition de chaleur dans le bien. Donc il faut avoir voilà, le compas dans l'œil pour vraiment être sûr de mettre les bonnes mesures. Deuxième étape, on va identifier les équipements du bien. Alors les équipements dans le DPE, il n'y en a que 3 qu'on prend en compte. Le système de chauffage, le système de chaude sanitaire et la ventilation. On a une question de Olga. Les maisons de moins de 50 mètres carrés qui ont un chauffage fixe et un sous-sol non chauffé, faut-il faire un DPE? Alors normalement, on parle de surface de plancher dans le bâtiment indépendant. Alors il ne distingue pas forcément si c'est forcément de l'habitable ou juste de la surface au complet. Donc le mieux quand c'est comme ça, c'est tout de même de faire le DPE puisqu'on est vraiment à la marge. Si par exemple vous avez une maison de 40 mètres carrés avec un sous-sol de 11 mètres carrés, ce serait vraiment dommage de prendre le risque de ne pas le faire alors que potentiellement d'un notaire à un autre, et ça on sait très bien, parfois ça change d'un notaire à un autre, certains pourraient le demander, d'autres non. Donc dans un cas comme ça, moi je partirais du principe qu'on le fait. Après légalement, précisément, c'est un autre sujet, mais il vaut mieux faire. Parce que normalement, on parle de surface de plancher, donc ça devrait quand même prendre en compte aussi le sous-sol tout de même. Je ne sais pas si ça répond à la question. Donc la deuxième étape, ça va permettre de simuler du coup des consommations, puisqu'on connaît via la première étape les déperditions du bien. Grâce à la deuxième étape, on connaît les équipements du bien. Donc, avec tout ça, on peut donc avoir cette fameuse note. À savoir évidemment que c'est toutes ces données-là qu'on rentre dans la première et dans la deuxième étape
sont renseignés dans un logiciel qui est agréé par l'État. Donc, normalement, si deux personnes prennent les mêmes mesures identiques, on aura la même note d'un diagnostiqueur à un autre, puisqu'on a tous, en gros, le même algorithme. Et la troisième étape, qui est importante, bien sûr, c'est d'identifier des points nécessitant des améliorations et donc proposer des scénarios de travaux. Donc voilà, globalement, on va rentrer dans les détails un petit peu plus tard, mais globalement, voilà comment un technicien fait un DPE. Et c'est évidemment quelque chose qui prend pas mal de temps, notamment la prise de mesure. S'il n'y a pas de questions, on passe du coup à la suite. Les nouveautés DPE depuis 2021, il y en a eu pas mal sur cette année-là, et c'est pour ça d'ailleurs que tous les diagnostics qui ont été faits avant 2021 ne sont plus valables. Première nouveauté, on a eu une amélioration de la méthode de calcul. Je vous en parlais juste avant. On est sur une méthode qui s'appelle la méthode 3CL. C'est un algorithme, tout simplement. C'est ça qui crée la note. Cette méthode a été revue. C'est une méthode qui datait, l'algorithme datait de 2012. C'est pour ça d'ailleurs qu'il s'appelait le DPE 2012. Et donc en 2021, donc pas mal de temps plus tard, l'algorithme a été recalculé. Euh, dans cette amélioration, ça comprend des mises à jour, notamment des équipements qui n'existaient pas en 2012 et qui existent aujourd'hui. Donc on nous a rajouté des possibilités d'équipements à renseigner dans un DPE. Ils ont aussi revu la performance de certains matériaux en fonction de comment les rentrer. Et globalement, on reviendra aussi plus tard sur pourquoi exactement, mais en globalité, quand on passe d'un DPE de 2012 à un DPE avec la méthode de 2021, les notes baissent. Mais ce qui est assez logique dans un premier temps, tout simplement parce que forcément, un DPE qui a été fait en 2020, il a été fait avec la méthode de 2012, donc avec un algorithme de 2012, donc avec des équipements qui datent de 2012 et des isolants aussi. Dès lors où on passe en 2021, on recalcule tous les isolants. Forcément, en presque 10 ans, les isolants perdent de leur performance. Donc, c'est logique que d'un DPE de 2020 à 2021, on perde en notes, même si pourtant, il n'y a qu'un an qui sépare ces deux. Parce qu'en réalité, il y a presque 10 ans qui séparent les deux algorithmes. Et c'est ça qu'il faut retenir. Donc ça, c'est une grosse nouveauté, bien sûr. Hein. Deuxième nouveauté en 2021, c'est la fin des DPE sur facture de consommation. Je ne sais pas si vous le saviez à l'époque, mais en tout cas, pour tous les biens ou les habitations d'avant 1949, on devait faire ce qu'on appelle un DPE sur facture. C'était assez simple. On devait juste brièvement décrire le bien, mais en fait, c'était les factures de consommation de l'occupant qui allaient déterminer la note. Alors, c'était à la fois super et à la fois pas super du tout, dans le sens où le problème, c'est qu'il y avait pas mal d'incohérences et d'injustices là-dessus, parce que des fois, on se retrouvait avec des maisons d'avant 49 en A, tout simplement parce que la maison n'était pas occupée à 100% ou pas de partout. Donc, en fait, forcément, on était en A. Mais demain, vous avez un acquéreur, il achète le bien, il l'occupe à 100%, et en fait, il se retrouve en F. Donc, c'est vrai que ça crée pas mal d'injustices et d'incohérences sur tout ça. Donc, ils ont mis fin au DPE sur facture de consommation, ce qui fait que depuis 2021, tous les DPE habitation sont faits avec la même méthode de calcul et donc la méthode de simulation, et non pas de prise en compte de facture. Donc, aujourd'hui, les factures de consommation, en tout cas dans de l'habitation, ne servent plus à rien. Pour du tertiaire, c'est encore autre chose. La méthode sur facture est toujours active. Mais sinon, on n'a plus du tout besoin et on n'a pas le droit de prendre en compte les factures de consommation. Autre nouveauté, l'étiquette GES, donc d'émissions de gaz à effet de serre, celle qui est sur la droite, influe sur l'étiquette des consommations, donc celle qui est sur la gauche. Je vous ai mis un exemple juste en dessous, où vous avez en fait les consommations qui sont à 242 kWh par mètre carré par an, ce qui normalement équivaut à un D. D'accord, 242, c'est un D normalement. Et bien là, il est en F. Il est en F tout simplement parce que les consommations de gaz à effet de serre, enfin les émissions, pardon, sont en F aussi. Donc en gros, qu'est-ce que ça sous-entend? Ça veut dire que dès lors où l'étiquette de pollution est plus basse que l'étiquette de consommation, alors l'étiquette de consommation va s'aligner forcément à l'étiquette de pollution. C'est valable que dans ce sens-là. L'inverse ne fonctionne pas, d'accord? Mais du coup, ça a un vrai impact. Eux, ils n'ont pas fait ça pour rien. Ils ont fait ça parce qu'effectivement, avant 2021, très peu de gens regardaient la note de pollution. Ils s'intéressaient surtout à la consommation pour savoir combien ça va leur coûter à l'année. Mais la pollution, pour beaucoup, ça comptait pas énormément. Et ils se sont dit, bon, bah, si personne ne regarde la note de pollution, on va donner une importance supplémentaire à cette note puisqu'elle va faire baisser la note de consommation. Donc forcément, ça va encore plus donner envie aux gens de s'intéresser à la pollution, de faire des rénovations par rapport à ça, typiquement sortir du gaz et sortir du fioul. Donc voilà pourquoi ils ont fait cette grande nouveauté.
Et dernière nouveauté, et pas des moindres, vous le sentez peut-être pas la différence vous, mais évidemment nous, dans notre métier, on le sent, et ça impacte aussi les DPE. Le DPE en 2021 est devenu opposable. Concrètement, ça veut dire que alors, tout est opposable dans un DPE, mais à hauteur de préjudice, bien sûr. Il faut qu'un préjudice soit subi pour qu'il y ait une opposabilité. Mais tout est opposable dans un DPE. Et donc, forcément, avant 2021, ça sous-entend que ce n'était pas le cas. Et puis, forcément, vous avez certaines personnes qui, à l'époque, faisaient peut-être moins attention à ce qui rentrait dans un DPE, se permettaient aussi de croire le vendeur sur, par exemple, la présence d'isolants dans un mur, sur parole. Et aujourd'hui, évidemment, que ce n'est plus du tout possible. Donc, c'est aussi pour ça que vous pouvez avoir des différences entre un DPE de 2012, enfin, de la méthode de 2012, et un DPE de la méthode de 2021. C'est que peut-être qu'il y en a un à l'époque qui croyait le client sans qu'il ait de facture. Aujourd'hui, normalement, il ne peut plus. Donc, forcément, vous retrouvez un grand écart entre deux notes. Pourtant, le bien, lui, n'a pas changé. OK, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport, pour l'instant, hein, aux nouveautés de 2021. Sinon, on va passer aux nouveautés suivantes. Hop, OK. Nouveauté de 2024, parce qu'il y en a eu aussi l'an dernier. Tout d'abord, la surface habitable a changé en DPE. On ne parle plus de surface habitable, ça a été supprimé. On parle maintenant de surface de référence. Et c'est très important de bien distinguer ça. Concrètement, qu'est-ce qu'une surface de référence? C'est tout simplement une surface habitable, plus toutes les pièces chauffées et à usage d'occupation humaine. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend que avant 2024, prenons l'exemple concret d'une maison avec un garage qui a été aménagé. C'est l'exemple qu'on connaît le plus. Normalement, alors beaucoup de gens faisaient l'erreur, mais légalement, quand on faisait un DPE, si le garage aménagé n'était pas déclaré, officiellement, c'était un garage. Qu'il y ait un radiateur dedans ou pas, ça restait un garage. Donc, vu que le DPE nous demandait de faire une surface habitable, la surface habitable ne prend pas en compte les garages. Donc, normalement, avant 2024, garage aménagé ou pas, il n'était pas compté dans le DPE. Mais vu que maintenant, on nous dit que la surface de référence, c'est surface habitable plus les pièces chauffées et à usage d'occupation humaine, alors maintenant, depuis 2024, on devrait prendre en compte ce chauffage, enfin ce garage, pardon, dans le DPE. Donc ça change quand même pas mal la donne sur beaucoup de biens, puisqu'on peut facile passer de 100 mètres carrés de DPE à 120 mètres carrés, juste avec ce petit changement. Donc on vient prendre en compte des surfaces plus importantes dès lors où elles sont chauffées. On a une question d'Olga, le DPE est opposable, c'est-à-dire que l'agent en est aussi responsable au juge du diagnostiqueur. Alors, non, là pour le coup, le DPE, on est entièrement sur la responsabilité du diagnostiqueur. Il y a certains diagnostics où on a déjà vu des cas où ça pouvait un petit peu se retourner sur l'agent immobilier parce qu'il était sachant. En tout cas, c'est ce que l'expert sur place avait sous-entendu. Mais sur le DPE, pour le coup, vu que c'est entièrement fait par le diagnostiqueur avec son logiciel, non, pour le coup, l'agent immobilier est vraiment hors d'état de cause là-dessus. Non, non, c'est vraiment que pour le diagnostic. Du coup, ça, c'est un sacré changement. Il n'y a pas de souci. La surface de référence, donc ça vient grandement changer la surface totale de DPE et ça va aussi changer la note, forcément, puisque si la surface du DPE change, la note change aussi. Autre nouveauté, on a eu les changements de seuil pour les superficies de moins de 40 mètres carrés. Puisque on le savait, il y a toujours eu des gros soucis sur les notes des petites superficies. Hein, typiquement, les appartements de 15 mètres carrés, les notes étaient vraiment catastrophiques. C'était dû notamment à l'algorithme qui n'était pas ultra fiable sur ces sujets-là. Donc, ils se sont dit, au lieu de toucher à l'algorithme, parce que toucher à l'algorithme, c'est quand même un sacré travail, on va plutôt modifier les seuils dès lors où le bien fait moins de 40 mètres carrés. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui, pour être en D, il faut être à moins de 251 kWh par mètre carré par an. Mais si le bien, il mesure 20 mètres carrés, bah pour être en D, il faut être à moins de 300 kWh par mètre carré par an. Donc, en fonction de la taille de votre bien, vous n'aurez pas forcément la même note parce que les seuils changent. Donc, les seuils sont plus favorables, sont plus sympas, plus votre bien est petit. Ça fonctionne par tranche. Donc, concrètement, sur du 35 mètres carrés, honnêtement, on voit pas beaucoup la différence. Par contre, sur du 10 mètres carrés, là, la différence est énorme. Le seuil est extrêmement large. Voilà. Chose qui s'applique directement dans tous les DPE qui sont faits depuis 2024. Il n'y a rien à changer sur ça. C'est déjà intégré dans le logiciel.
Autre nouveauté en 2024, le fameux formulaire de consentement obligatoire pour réaliser un DPE. Je pense que vous avez tous entendu parler. Euh, pour expliquer un petit peu ce que c'est quand même, voilà, pour que ce soit mieux expliqué aussi aux clients, aux vendeurs, euh, c'est un document qui est obligatoire à être signé, qui permet d'autoriser ou non la transmission des données personnelles au centre de certification des diagnostiqueurs. Alors, pour rentrer en détail, les diagnostiqueurs sont contrôlés chaque année par leur centre de certification, notamment au sujet du DPE. Et pour être contrôlé, le centre de certification a besoin de contacter le client, notre client, donc le vendeur. Sauf que ils se sont rendus compte en 2024 que pour contacter un vendeur, il fallait avoir ses coordonnées. Et ils se sont rendus compte que pour avoir les coordonnées de quelqu'un, il fallait qu'ils aient le consentement de cette personne-là. Donc, ils ont chargé le diagnostiqueur d'une nouvelle mission, c'est de faire signer ce consentement-là à chaque DPE, qui autorise ou pas de transmettre les données. Ça ne change rien du tout pour le client de signer oui ou non. S'il signe oui, c'est juste que ses coordonnées vont être transmises au certificateur et donc potentiellement un jour ils seront appelés pour un contrôle, mais bon, ça ne change pas grand-chose. Et s'ils cochent non, ils seront jamais appelés. Mais en tout cas, pour la note du DPE, bien sûr que ça n'a aucun impact. Par contre, normalement, légalement, si personne ne signe ce consentement, on n'a pas le droit de générer un DPE. Et ça, c'est quand même quelque chose à prendre en compte. C'est quelque chose qui peut freiner la livraison d'un DPE. Et donc, forcément, freiner aussi la signature d'un bien. Donc, c'est quand même quelque chose qu'il faut bien communiquer à son client pour essayer de gagner du temps. Et c'est pas fini puisqu'en 2025, il nous rajoute encore une information à aller chercher auprès du client et on nous demande désormais de renseigner l'invariant fiscal du bien dans le DPE. Pourquoi? Parce que le problème du DPE, quand on le renseigne uniquement avec l'adresse du bien, c'est qu'on peut facilement se tromper sur l'adresse du bien, vous le savez, voilà, en fonction de comment c'est écrit, etc. Et vu qu'en France, il existe des bases de données de DPE qui centralisent tous les DPE, c'est bien plus simple de créer une base de données qui se base sur l'invariant fiscal d'un bien plutôt que sur son adresse qui est complexe. Donc c'est pour ça qu'ils ont demandé l'invariant fiscal de chaque bien. Mais pareil, normalement, on n'a pas le droit d'officialiser un DPE, donc l'envoyer à l'ADEME, si on n'a pas l'invariant fiscal. Donc c'est quand même en 2 ans, enfin non, en un an du coup, ils nous ont rajouté 2 éléments obligatoires qui, si on ne les a pas, nous empêchent d'envoyer à l'ADEME le DPE. Donc c'est pas vraiment notre faute parfois s'il y a des retards là-dessus aussi, c'est parce que si on le fait, on pourrait derrière nous taper sur les doigts parce qu'on n'aurait pas dû, en tout cas sur le diagnostiqueur au niveau de sa certification. Donc évidemment, c'est très risqué. C'est pourquoi nous, de notre côté, on a tout de même travaillé sur ces sujets-là pour que la livraison des rapports soit le plus rapide possible. Donc on permet à nos clients, sur leur espace client, d'y déposer en quelques clics l'invariant fiscal et aussi de signer le formulaire de consentement directement depuis l'espace client. Donc c'est ultra rapide à faire. Et quand c'est fait en amont du rendez-vous, le technicien a déjà tout ça en arrivant chez le client. Et donc, forcément, il peut livrer son rapport comme prévu, la plupart du temps, le lendemain matin. Donc c'est ça qui est ultra pratique. Le problème, c'est que forcément, quand ces informations-là ne sont pas complétées, normalement, on est censé réquisitionner le rapport et ne pas le livrer tant que le propriétaire n'a pas fourni toutes ces infos. Donc vous vous doutez bien que ça fait perdre un petit peu de temps dans la livraison du rapport. Voilà pour les nouveautés qu'il y a eu depuis 2021. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à tout ça. Sinon, on va passer au sujet suivant. Le sujet suivant, c'est les conséquences euh, que peut avoir un DPE aujourd'hui. J'attends juste d'être sûr qu'il n'y ait pas de questions par rapport à toutes ces nouveautés. Il y en a eu pas mal quand même. Ok, j'ai pas l'impression qu'il y en ait. Du coup, les conséquences d'un DPE, pareil, depuis quelques années, il y en a pas mal. On va tout d'abord parler dans le cadre d'une location, de l'interdiction de louer. Alors attention, c'est uniquement pour les biens à usage d'habitation. Ce ne sont pas des conséquences qui concernent le tertiaire, d'accord? Mais en tout cas, pour les habitations, effectivement, depuis le 1er janvier 2023, on ne peut plus louer un bien qui a plus de 450 kWh d'énergie finale. On verra juste après ce que c'est que l'énergie finale. Mais en gros, c'est la note du DPE. Euh, Depuis cette année, 1er janvier 2025, c'est carrément tous les G qui sont interdits à la location. En 2028, ce sera les F aussi qui viendront accompagner les G.
Et pour finir, en 2034, les E, F et G. On passe directement à la vente et après, je vous donnerai un petit avis sur tout ça. Mais pour la vente, vous le savez, on a besoin désormais d'un audit énergétique en fonction de la note du DPE. Avant de parler de la frise chronologique, ça concerne déjà uniquement les biens en monopropriété, hein, donc les appartements. On ne peut pas faire d'audit, ça n'existe pas l'audit. Et savoir aussi une deuxième chose, c'est que c'est pas tout le temps le diagnostiqueur qui doit faire l'audit. Et ça, c'est bien de comprendre la différence parce que ça peut aussi vous faire gagner du temps. Parfois, si vous cherchez un auditeur pour votre client, ça peut lui faire gagner du temps de ne pas de s'adresser directement à la bonne personne. Faut savoir que le diagnostiqueur a le droit de faire l'audit que pour les maisons individuelles. S'il s'agit d'un immeuble collectif, ce sera un bureau d'études. Mais attention, qu'est-ce qu'un immeuble collectif? Un immeuble collectif, au regard de la réglementation, c'est un immeuble qui est composé de plus de 2 logements superposés. Alors, on parle toujours de monopropriété, mais prenons l'exemple d'une maison de village de 3 étages divisée en 3 appartements, un appartement par étage, le classique, mais au final, ces 3 appartements appartiennent à la même personne, c'est donc une monopropriété. Eh bien, c'est un immeuble collectif puisqu'il y a 3 appartements superposés, donc 3 logements superposés. Si on prend à l'inverse toujours une maison divisée en 2 appartements, mais ces 2 appartements sont c'est horizontal, d'accord? Vous avez un appartement ici et un appartement là. Il n'y a donc aucun appartement superposé. Eh bien, ça reste une maison individuelle et donc un diagnostiqueur a le droit de faire l'audit. Donc, c'est bien de comprendre la subtilité entre les deux, puisque ça peut faire gagner du temps pour avoir un devis. On a une question de Gaël. Ça ne devait pas être modifié pour les appartements en G en 2025. Bah, justement, c'était le prochain sujet. C'est qu'il faut, il y a pas mal de choses qui peuvent changer. Alors, je ne crois pas que ce soit encore acté sur la modification du G. Mais il y a pas mal de choses. Mais non, c'est pas acté. Mais il y a des choses qui vont potentiellement évoluer pour la suite. Donc, ce sera un peu le mot de la fin sur ce sujet-là. C'est qu'il ne faut pas forcément engager énormément d'actions, par exemple, pour des interdictions qui seront en 2028, en 2034. On va y venir juste après. Mais du coup, pour l'audit, donc depuis 2023, ça concerne le F et le G. En 2025, nous ont rajouté le E qui vient donc s'additionner au F et au G. Donc ça fait quand même pas mal de biens qui finalement nécessitent un audit parce que faut savoir que la moyenne nationale de DPE en France, elle est de E. Donc il y a énormément de maisons qui sont touchées par la nécessité d'avoir un audit énergétique. Et en 2034, on nous parle aussi de rajouter le D à tout ça. Donc évidemment, c'est énorme. Ça concernera énormément de biens. Du coup, pour conclure sur ces nouveautés, s'il n'y a pas de questions, c'est que déjà, premièrement, effectivement, c'est peut-être pas très intéressant aujourd'hui de faire des travaux, par exemple, pour anticiper 2034, pour le coup, que ce soit pour de la location ou de la vente, dans le sens où déjà, effectivement, la réglementation peut changer. Ils peuvent changer d'avis, on ne sait jamais. Mais surtout, le DPE change. On va le voir juste après, mais en 2026, le DPE va changer et il y a pas mal de notes qui vont s'améliorer. Donc, ce serait dommage de faire des travaux aujourd'hui parce qu'on est en E pour être en D, alors que peut-être, en fait, si vous prenez cette même maison-là en 2030, elle sera déjà en D parce que le DPE a évolué et peut-être qu'il a évolué favorablement. C'est possible. Donc, c'est pas ultra intéressant d'engager les travaux dès maintenant, en tout cas, hein, pour des interdictions qui sont dans très longtemps. En tout cas, c'est ce qu'on conseille nous à nos clients quand ils sont assez inquiets, notamment par rapport à la location. Juste ici, pour le coup, on leur explique que franchement, là, ils sont actuellement en E ou en F. Il n'y a vraiment pas besoin actuellement d'engager les travaux maintenant avant 2028. Pour le coup, peut-être attendre un tout petit peu parce que déjà en 2026, le DPE va changer. Donc voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ces conséquences-là. Bon, je pense que pour le coup, tout le monde était quand même au courant de ces 2 frises, hein, parce qu'on est clairement concerné par tout ça. Et ça n'a pas beaucoup évolué hein, depuis toutes ces annonces-là en 2023. Il n'y a pas eu grand changement depuis. On va passer maintenant à un sujet qu'on trouvait intéressant d'aborder avec vous. C'est des choses que nous, on se permet en tout cas d'expliquer à nos clients quand ils ont une note qui leur paraît pas favorable, que ce soit pour une vente ou une location, et qui sont en quête de solutions.
nous, souvent, on leur donne des conseils, des astuces pour aller gratter des points et sortir d'une interdiction, par exemple. Avant de voir des exemples concrets, il y a quand même pas mal de choses à comprendre dans le DPE pour savoir comment ça fonctionne. Déjà, il faut comprendre une chose, c'est ce qu'on appelle la donnée d'entrée. La donnée d'entrée, c'est quoi? C'est tout simplement ce que le technicien va rentrer dans son logiciel. La réglementation veut que le technicien utilise les informations qu'on nous donne dans un ordre de priorité bien précis. Pour imaginer tout ça, prenons l'exemple de l'isolation d'un mur. En priorité, on doit évidemment prendre en compte ce qu'on voit. Par exemple, si on voit de l'isolant en face de nous, évidemment qu'on doit le mettre. Et à l'inverse, si on voit un mur qui est brut, par exemple un mur en pierre avec de la pierre apparente des deux côtés, intérieur et extérieur du bien, logiquement, le mur n'est pas isolé. Si on ne voit rien, donc on ne voit pas d'isolant, mais on ne voit pas qu'il n'y en a pas non plus, là, par exemple, on a un mur qui est doublé, à ce moment-là, deuxième solution, justificatif. Donc, logiquement, on doit nous fournir des preuves d'isolation, donc des factures, des photos. Les photographies des travaux sont autorisées en justificatif, c'est peut-être bon à savoir. Donc, c'est la deuxième solution, si on ne voit rien. Et si on n'a pas de facture, ou pas de preuve en tout cas, troisième solution, c'est ce qu'on appelle la réglementation thermique. C'est-à-dire que le technicien, finalement, il va mettre inconnu, donc isolation inconnue. En gros, il ne sait pas. Et vu qu'il ne sait pas, le DPE va se baser sur la réglementation thermique en vigueur à la date du permis de construire du bien. Je vais vous montrer dans la slide suivante les différentes réglementations thermiques, mais concrètement, ça sous-entend que cet exemple parfait d'isolation de mur, qui est souvent un gros souci du DPE, parce qu'on a rarement de preuves, ça pose problème parce que c'est vrai que c'est très très compliqué pour nous de voir l'isolant. Souvent, le client n'a pas les factures, et donc on se retrouve la plupart du temps à mettre la réglementation thermique en vigueur à l'époque. Mais si vous tombez sur un bien qui est ancien, vous allez voir juste après que ça va être assez défavorable. Justement, parlons des réglementations thermiques. Donc là, vous avez à l'écran les différentes réglementations thermiques, donc les différents RT qu'il y a eu en France. Et il y a une chose intéressante qu'on voit là-dedans, c'est que avant 74, il n'y en a pas. Donc la première réglementation thermique date de 1974. Pourquoi? Parce que c'est suite au choc pétrolier. Donc ils se sont rendus compte que du coup l'énergie commençait à coûter cher. Donc il faudrait peut-être se mettre à avoir des biens qui sont performants pour pas trop consommer. Mais du coup, avant 74, il n'y avait aucune réglementation thermique. Ce qui sous-entend que, au regard du DPE, si votre bien est construit avant 74, alors la valeur inconnue est égale à aucune isolation, tout simplement. Donc si on est dans de l'avant de 74 et qu'on n'a aucune preuve d'isolant, soit visuelle ou en termes de documentation, eh ben c'est comme si on affirmait qu'il n'y avait pas d'isolation. En réalité, c'est faux. Le technicien, lui, il dit juste « je ne sais pas ». Mais le DPE, lui, dit « dans ce cas-là, il n'y en a pas d'isolation ». Donc là, c'est ultra défavorable pour la note. Vous doutez bien d'avoir des murs qui ne sont pas isolés ou encore pire, un plafond qui n'est pas isolé, ça fait mal au niveau de la note. Donc ça, c'est une première information qui, je pense, est intéressante. C'est comment fonctionne un petit peu, quand est-ce qu'un technicien doit prendre en compte ou pas des informations et comment agir pour prendre de l'isolation en compte. Pour vous montrer un exemple de tout ça, je vous ai créé en fait un faux DPE d'une maison. Donc c'est une maison avec tous les murs, les planchers et les plafonds que j'ai renseignés en valeur inconnue. Donc j'ai dit je ne sais pas sur tous les murs, planchers et plafonds. Cette maison-là, je l'ai mis dans les années 2013-2021. Voici sa note. Elle est en C. Pourtant, j'ai dit que je ne savais pas. Elle est en C. Puis, finalement, j'ai changé l'année de construction. Je l'ai mis dans les années 80. Elle est passée immédiatement en D. Je n'ai rien touché d'autre que l'année. Et encore pire, je l'ai mis en avant 48, mais aussi en 48-74. Vous allez voir que c'est à peu près la même chose. On est passé en G. Encore une fois, je n'ai rien touché d'autre que l'année de construction. Mais vu que tous mes paramètres dans mon DPE étaient renseignés comme par défaut, donc valeur inconnue, je ne sais pas, alors il y a une vraie chute quand on est passé dans l'avant 74. Donc voilà un exemple d'un bien qui n'aurait aucune preuve d'isolation des parois.
c'est bien beau tout ça, mais du coup, qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de contrer cet impact défavorable? Bien sûr, tout faire pour que le technicien sur place dispose de preuves suffisantes pour renseigner les isolations. Donc, isolation visible via un trou ou des prises démontées, des factures de travaux mises à disposition du technicien ou des photographies. C'est aussi valable pour les équipements, chauffage, eau chaude, ventilation. Si vous avez des factures, enfin si le propriétaire a des factures déjà permettant de dater l'installation, mais aussi en donnant la puissance, par exemple, de l'équipement, ou alors son scope. Le scope, pour ceux qui ne savent pas, c'est le coefficient de performance d'une pompe à chaleur. Pour le coup, ça change pas mal la note. J'ai déjà vu pas mal de biens qui ils ont une pompe à chaleur, donc déjà c'est super cool, ils sont en C, tout se passe bien. Et en fait, en renseignant ce fameux coefficient, le scope de la pompe à chaleur, on passe de C à B. Parce que cette pompe à chaleur-là, elle était en fait réputée pour être ultra performante. Donc, elle avait un scope ultra intéressant. Et si le client ne nous avait pas donné la documentation technique de cet appareil, en fait, on n'aurait jamais su qu'il était en B. Donc, voilà, tout type de documents sur de l'isolation ou sur des équipements, en tout cas les trois qui concernent le DPE, sont à fournir au diagnostiqueur. Ça, c'est ce que le client peut faire. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on propose pour essayer aussi de notre côté d'améliorer tout ça? Alors, tout d'abord, encore une fois, le propriétaire peut à tout moment, et n'importe quelle personne d'ailleurs dont le propriétaire donne accès à l'espace client, peut fournir ces types de documents avant le rendez-vous. C'est encore mieux parce que là, pour le coup, le technicien, c'est super. Il peut même préparer son dossier la veille. Il a déjà accès aux documents. Alors ça, c'est fantastique. Euh, donc, tout ça, ça peut être fait en amont du rendez-vous en déposant tout simplement sur l'espace client les preuves, les PDF, les photos, tout ça, tout ça. On a aussi équipé l'ensemble de nos techniciens techniciennes sur le terrain de caméras endoscopiques. Ce qui fait que, parce que je vous l'ai dit juste avant, la première solution pour trouver l'isolant, c'est de le voir. Donc, on leur a donné une caméra endoscopique ainsi qu'une petite perceuse pour voir au travers du placo, par exemple. Et comme ça, grâce à ça, on est en capacité maintenant de déceler la présence d'isolant ou non. Encore faut-il évidemment que le propriétaire accepte qu'on fasse un petit trou, voire même plusieurs, parce qu'il y a plusieurs endroits à regarder dans les murs pour s'assurer qu'il y ait de l'isolant. Donc, ça reste encore un sujet délicat. Mais on voit ça comme un plan B à proposer à nos clients quand on est chez eux. C'est de dire, voilà, écoutez, là, comme ça, je ne vois pas l'isolant. Vous n'avez pas les factures d'isolation. J'ai une dernière solution si vous l'acceptez, c'est un petit trou par-ci, par-là. Je vais essayer d'être discret pour aller déceler la présence d'isolant ou non. Et franchement, grâce à cette astuce-là, c'est écrit, mais on a évité pas mal d'audits. Parce que de base, on était en E, sans isolant. On a fait le trou, on a passé la caméra, on a vu de l'isolant, on est passé en D, voire même en C. Donc hop, grâce à ça, il n'y a plus besoin d'audit. Alors que de base, personne n'avait la preuve de la présence d'un isolant. Donc ça, c'est ultra important. Voilà, chacun essaie de faire comme il peut à son échelle pour faciliter le diagnostic et derrière avoir la note la plus réaliste possible, parce que c'est ça l'objectif aussi. Ok. Avant de passer à un cas particulier, enfin un cas précis, pardon, de rénovation, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ce que je viens de dire sur la notion de réglementation thermique, le fait de trouver de l'isolant ou non, les factures. Je ne sais pas si tout est clair par rapport à tout ça. Si d'ailleurs tout le monde est au courant aussi de ces subtilités-là, de qu'est-ce que le technicien doit prendre en compte dans l'ordre, parce que forcément c'est de la réglementation et on se doit de notre côté de respecter ça. Ok, pas de questions visiblement. Du coup, on passe au sujet suivant. Comment améliorer la note d'un bien à petite superficie? Pourquoi on parle de ça? Parce que encore une fois, c'est un sujet qui est vraiment commun. C'est les fameux appartements de 15, 20 mètres carrés, 30 mètres carrés. Je pense même à Paris, les chambres de bonne, tout ça, où là pour le coup c'est vraiment catastrophique. Comment faire pour aller chercher des points? Parce que des fois, isoler les murs, on peut pas. Parce qu'isoler les murs, forcément, c'est encore plus perdre des mètres carrés. On le sait très bien que c'est compliqué. Isolation par l'extérieur, faut que la copro soit d'accord. Donc voilà, il y a pas mal de freins qui font qu'en fait, des fois, on est bloqué en G, on ne sait pas quoi faire. Alors, je vous ai créé un cas concret. Donc, j'ai créé un appartement, 20 mètres carrés, construction d'avant 1949. Ce sont des murs en pierre, il n'y a pas d'isolation, chauffage, radiateur électrique.
eau chaude sanitaire, c'est un ballon de 100 litres électrique classique, et des menuiseries en bois simple vitrage. Et ben, tous ces paramètres-là m'ont donné un G. Alors, je suis pas en train de dire, bien sûr, que tous les biens qui disposent de ça sont forcément en G. C'est pas vrai, ça dépend de comment est imbriqué, par exemple, l'appartement dans l'immeuble, etc. Mais en tout cas, celui-là que j'ai créé, bah, il est bel et bien en G, je le confirme. Il y a un sacré G en plus de ça. Euh, alors, comment faire pour pallier à ce G-là? Bah, déjà, une fausse bonne idée. Euh, Attention, je parle que de DPE, bien sûr, parce que c'est sur ça que je suis expert. Je parle pas de réelle performance. Mais le remplacement des menuiseries, parce qu'on a envie de les changer, hein, sont en bois simple vitrage, on se dit forcément, il faut vite que je les change. Bah, pas forcément. Parce que bah, déjà, ça coûte cher, les menuiseries, on sait très bien, surtout quand c'est du sur-mesure. Là, on a estimé sur ce dossier-là, c'était un peu plus de 2000 euros facile de remplacement de menuiserie. Euh, et voici l'impact. Oula, excusez-moi, je suis allé trop vite. Voici l'impact que ça a sur le DPE de remplacer la menuiserie qui était pas du tout performante par une menuiserie extrêmement performante. Alors, on a gagné 40 points. On peut se dire que c'est déjà pas mal. Mais en vue du prix, c'est vraiment pas suffisant. Hein, en rapport prix-impact sur le DPE, il se passe pas grand-chose. Encore une fois, je suis pas du tout en train de dire qu'il ne faut jamais changer les fenêtres. Là, je parle vraiment du DPE. Pour le DPE, les fenêtres, c'est presque la dernière chose à faire. Hein, s'il reste du budget pour les travaux, bah, on y va, on change les fenêtres. Mais c'est vraiment ce qui a presque le moins d'impact sur la note. Donc, ce serait dommage de commencer par ça. En revanche, et là, je parle toujours de DPE, puisque normalement, on nous conseille toujours d'en premier lieu, rénover l'enveloppe du bien avant de rénover l'équipement. Je suis entièrement d'accord avec ça. Mais encore une fois, pour le DPE, il y a des équipements qui font que, vous allez voir, on gagne beaucoup de points sans même toucher à l'enveloppe. Par exemple, on a trouvé, il y a quelques mois de ça, un modèle de ballon d'eau chaude qui est ce qu'on appelle un thermodynamique hybride. L'intérêt de ça, c'est que il a une fonction thermodynamique, mais pas entièrement. Donc ça coûte moins cher, c'est beaucoup plus facile à installer. Il n'y a pas forcément besoin de trous dans le mur ou quoi que ce soit dans les murs porteurs avec un moteur, parce qu'en fait, le moteur est intégré directement dans le ballon. Euh, et du coup, nous, dans le DPE, on doit quand même le renseigner comme étant un ballon d'eau chaude thermodynamique, puisque il a une fonction thermodynamique et c'est comme ça que ça fonctionne. Et en remplaçant le fameux ballon qu'on avait de 100 litres en électrique classique par ce ballon-là qui coûte à peu près 600 euros à l'achat, voici l'impact que ça a sur la note. On passe de G à E. Donc là déjà, on vient de se sortir pour à peu près un peu plus de 600 euros en comptant l'installation, on vient de se sortir de l'interdiction de location. C'est quand même super, on est content. Autre option, on le sait très bien, je pense que vous l'avez remarqué, tous les biens qui ont une pompe à chaleur ont forcément une note favorable, maximum en D, un grand maximum, donc c'est super, on est content. Mais c'est compliqué pour un appartement, surtout une petite superficie, c'est compliqué d'installer une pompe à chaleur. On a trouvé aussi, il y a des modèles qui existent, c'est ce qu'on appelle des packs monoblocs. C'est tout simplement des packs qui ont un moteur qui est intégré directement dans le bloc, ce qui fait que le moteur est dans votre bien. Et au lieu d'avoir besoin d'un moteur qui est dehors, qui est fixé au mur porteur, dans la façade, les copros, elles n'aiment pas du tout, bah là, au maximum, vous avez un trou dans le mur qui fait expulser la chaleur ou le froid directement à travers ce trou. Mais sinon, tout se passe dans le bien. Alors, il faut quand même un accord de la copro parce que forcément, il y a un trou dans le mur porteur pour faire sortir l'air. Mais c'est plus facile d'avoir un accord de la copro pour un trou que d'avoir un accord de la copro pour fixer quelque chose à un mur en façade, forcément. Et avec ce genre de pompe à chaleur, voilà, vous passez de G à D directement. En remplaçant les radiateurs par ça, un seul suffit, un seul suffit. Hein. Sur du 20 mètres carrés, il n'y a pas besoin d'en mettre deux. Vous passez en D directement. Alors, il y a une question. Est-ce que le ballon thermodynamique a besoin d'une évacuation vers l'extérieur? Alors non, justement, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en tout cas, ce modèle-là n'a pas besoin de cracher, on va dire, son air vers l'extérieur. Donc, c'est ça qui est intéressant avec ce genre de ballon. C'est beaucoup plus facile d'installation. Alors, il peut avoir des défauts. Hein. Peut-être qu'il fait plus de bruit.
Peut-être qu'il est un tout petit peu plus compliqué à installer. Mais tout de même, je pense que ça reste une solution à explorer. Et en tout cas, sur le DPE, ça, il n'y a pas à dire. L'impact est là. Euh, et voilà, du coup, pour la deuxième option. Et puis, je vous ai fait, bien sûr, une simulation en combinant les deux options en même temps. Et alors, la miracle, forcément, on passe de G à C en ayant donc le ballon qui est changé et la pompe à chaleur monobloc. Euh, le souci de ça, c'est que, bien sûr, en réalité, c'est dommage parce que ça nous force à pas prendre en compte ce qui, normalement, doit être fait dans un bien, évidemment. Vous avez un appartement qui a qui est une passoire thermique, c'est vrai que ce serait dommage de d'abord changer les équipements au lieu de d'abord travailler sur l'enveloppe. Il faut toujours travailler sur l'enveloppe en priorité. Mais quand c'est pas possible, hein, quand la réglementation, quand la copropriété ne le permet pas, il faut quand même trouver des solutions pour rénover son bien. Et on trouve que c'est des solutions qui sont plutôt efficaces, qui coûtent pas très cher. Alors vous l'avez vu, hein, 1600 € à peu près d'achat de matériel, d'équipement. On peut compter, allez, 500 €, grand maximum 1000 € et encore, voilà, d'installation. Pour le coup, voilà, on est à 2600 € grand maximum. Vous passez de GAC, quoi. Donc, on trouve que c'est sympa et c'est ce que nous on essaie de conseiller à nos clients quand vraiment on tombe sur des situations où, mis à part ça, on peut rien faire d'autre. Mais évidemment, en tant que sachant, en priorité, on recommande l'isolation des murs, par exemple, l'isolation du plafond, parce que on sait très bien que c'est le mieux. Mais quand c'est pas possible, il y a toujours un plan B. Je sais pas s'il y a des questions. Super. Bon, merci. Bon à savoir, merci. Bah, pas de souci, avec plaisir. Je sais pas s'il y a des questions par rapport à ce que je viens de dire. Le monobloc, c'est un trou dans le mur pour l'installer. Ouais, en fait, normalement, quand vous avez une pompe à chaleur, donc un split, vous savez, le split, c'est ce que tout le monde a quand il a une clim, hein, le grand rectangle blanc qui est en haut du mur, là. Vous avez du coup la gaine qui sort avec le tuyau en cuivre, là, et c'est gainé blanc, là. Et ça sort dehors dans le moteur. Bah là, en fait, le moteur est dans le split. Le moteur est dans le bloc blanc qui est dans le bien. C'est pour ça que ça fait, vous le voyez à l'écran, hein, ça fait un plus gros bloc dans le bien. Normalement, ça fait la moitié. Mais vu qu'il y a le moteur dedans, c'est plus grand. Et du coup, derrière, au dos, au dos de cet appareil, vous avez le conduit, un conduit qui sort comme ça et qui va expulser l'air chaud si vous faites une clim, l'air froid si vous faites du chauffage, il va l'expulser dehors. Donc il faut en fait installer ce type de monobloc directement sur un mur à l'intérieur, hein, mais qui donne sur l'extérieur. Comme ça, vous y faites un trou dans ce mur et l'air va être expulsé comme ça. Donc il faut tout de même un accord de la copropriété. Attention, c'est pas non plus une astuce magique parce que faire un trou dans un mur porteur, vous le savez, bah, on peut pas le faire si on ne l'autorise pas. Mais c'est plus facile, je pense, d'accepter ça que, encore une fois, un gros bloc moteur sur la terrasse ou sur la façade. On le sait très bien, ça pour le coup, ça pose souci. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Ok. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au sujet suivant et le dernier. Ah, non, une dernière question. On peut pas la mettre à la place d'un split au milieu d'une pièce. Alors non, parce qu'il faut vraiment que, vu que c'est un monobloc justement, il faut vraiment qu'il donne sur un porteur. Alors, ce qui peut être fait, mais honnêtement, je l'ai jamais vu, ce serait de tirer une grosse gaine de votre split jusqu'à dehors, mais enfin, ce serait pas très joli. Ça se verrait dans le bien. On verrait la grosse gaine sortir comme ça. Donc non, normalement, ce genre d'équipement, c'est directement sur un mur donnant sur l'extérieur. Mais voilà, typiquement, vous avez un appartement de 20 mètres carrés, vous avez souvent une façade, juste un côté de l'appartement qui donne dehors, bah, faut le mettre sur ce mur-là, simplement. Parlons maintenant de la nouveauté de 2026, qui est une sacrée nouveauté quand même. C'est tout simplement la modification du coefficient de conversion de l'électricité. Ça paraît peut-être complexe pour ceux qui ne sont pas au courant de la modification, mais en fait, pas tant que ça. Concrètement, il y a déjà une chose à comprendre dans le DPE, c'est qu'il y a deux types d'énergie qui sont affichés dans un DPE. Vous avez l'énergie primaire et l'énergie finale. On en parlait juste avant d'ailleurs de l'énergie finale. À l'écran, sur l'étiquette, le 385, c'est l'énergie primaire. Et en dessous, en tout petit, hein, on ne le voit pas trop,
mais c'est marqué 167. Et ben ça, c'est l'énergie finale. Euh, quelle est la différence, du coup, quelle est la différence entre ces deux énergies? Alors, l'énergie finale, donc le tout petit chiffre qu'on voit presque pas, c'est ce que le bien consomme réellement. C'est sa vraie consommation. Et qu'est-ce que l'énergie primaire? C'est tout simplement, donc le gros chiffre, hein, c'est tout simplement ce que le bien va demander en production d'énergie pour pouvoir fournir l'énergie finale. Ça va prendre en compte la perte liée à la production, à la transformation et au transport de l'énergie. Si je résume, le bien consomme 167 kWh par mètre carré par an, mais pour cela, la centrale, l'éolienne ou je ne sais quoi, doit produire 385 kWh par mètre carré par an. Euh, la différence entre les deux, elle s'applique que à l'électricité. Actuellement, le gaz et le fuel n'a un coefficient de 1. C'est-à-dire que bah, l'énergie finale, par exemple, de 167 va être multipliée par 1, donc ça va donner 167. Alors que pour l'électricité, on a un coefficient de 2,3. Ça veut dire que votre consommation, la consommation de la maison, va être multipliée par 2,3. Alors attention, sur une maison chauffée au gaz ou au fioul, vous aurez toujours une différence entre finale et primaire, puisque dans une maison, il y a toujours de l'électricité. Peut-être qu'il y a de l'électricité pour la VMC, pour l'éclairage évidemment, donc c'est normal qu'il y ait toujours une petite différence. Mais là, ce grand écart, hein, 167 à 385, ça c'est parce que on est actuellement face à un bien qui est chauffé et qui a de l'eau chaude en électricité. Maintenant qu'on a compris ça, qu'est-ce qui va se passer en 2026? euh, Le coefficient va passer de 2,3 à 1,9. Si on reprend l'exemple précédent, on va donc multiplier 167 par 1,9 et au lieu d'être à 385, on va être à 327. Et ben c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal dans le sens où le gouvernement estime, on prend avec des pincettes, hein, mais estime une sortie de F ou de G pour environ 850 000 logements. Et on peut le croire, hein, effectivement, là pour le coup, gagner 50 points juste comme ça, parce que là c'est le cas, il y a 50 points qui ont été gagnés, bah, évidemment ça fait du bien. Pourquoi ce changement? Si jamais voilà, on vous demande, et puis c'est bien aussi de comprendre pourquoi ils font tous ces changements-là. Alors il y a trois raisons. Ils parlent tout d'abord de justice énergétique, puisque du coup, on l'a dit, il y a trop de différence entre le gaz et le fioul, qui eux ont un coefficient de 1, et l'électricité qui était fortement désavantagée avec un coefficient de 2,3, ce qui est énorme. Ils parlent aussi d'alignement européen, puisque bah, toute l'Europe, enfin l'Union européenne a un coefficient de 1,9. On était, je crois, les seuls à avoir un coefficient de 2,3, donc forcément, c'était pas très fair. Et c'est aussi et surtout la grande raison, c'est un ciblage renforcé des aides. Puisqu'en fait, le problème qu'on avait actuellement, c'est que la plupart des aides étaient transmises, étaient accordées à des biens qui étaient à l'électricité. Puisque il y a beaucoup de biens qui avaient des notes catastrophiques parce qu'ils étaient à l'électricité, en radiateur électrique. Et donc, à cause du coefficient de 2,3, ils étaient en F, ils étaient en G. Et donc, ils avaient le droit des aides de l'État. Alors que de base, les aides de l'État, c'était surtout pour sortir des énergies fossiles, hein. Donc le gaz et le fioul. Donc les aides de l'État ont été un petit peu détournées à cause de ça. Donc ils se sont dit, bah, pour que le gaz et le fioul ne soient que les seules énergies concernées à peu près, hein, par les aides de l'État, alors on va améliorer tous les biens qui sont chauffés à l'électrique. Bon, on ne va pas s'en plaindre pour le coup, parce qu'il va y avoir un réel changement sur l'ensemble des notes en 2026. En tout cas, surtout sur les biens chauffés à l'électricité. Bah, du coup, qu'en est-il pour la suite là? Déjà, premièrement, dès maintenant, le propriétaire et même vous et n'importe qui a accès au DPE peut simuler sa future note depuis le site de l'ADEME. Alors, je vais vous montrer un exemple à l'écran de suite. J'ai pris un DPE, alors j'ai évidemment essayé de changer, enfin, j'ai flouté certaines infos, mais j'ai pris un DPE. Et quand on clique ici, vous savez, ici, vous avez le numéro ADEME. Vous cliquez dessus. Alors là, ça m'a mis la page. Hop, voilà. Et une fois que vous avez cliqué dessus, bon, quand le site de l'ADEME aura authentifié, on va y arriver.
Ils font ça tout le temps, c'est normal, hein. Pas leur en vouloir. Voilà, magnifique. Une fois que l'authentification est terminée, alors ici, on nous parle en gros, ici, hein, il y aura la future note. Donc, à partir du 1er janvier, ici, il y aura la vraie note. Mais sinon, pour l'instant, vous avez juste à aller tout en bas. Là, vous avez la note actuelle. D'accord? Et tout en bas, vous avez la future note, tout simplement. Elle est là. Donc, en un clic, n'importe qui peut connaître la future note de janvier 2026, du coup, dès maintenant. Alors, nous, ce qu'on conseille, à nos clients, notamment ceux qui sont en E et qui ont actuellement besoin d'un audit, hein, les maisons en E, elles ont besoin d'un audit. Alors, je dis, écoutez, monsieur, on vous invite, avant de nous contacter pour avoir un devis pour l'audit, on vous invite d'abord à recevoir votre DPE, à cliquer sur le numéro ADEME, à aller voir votre future note en janvier. Et si alors ça dépend, il y en a qui ont besoin actuellement de vendre le plus rapidement possible et on peut le comprendre. Et pour certains, ça peut être intéressant de patienter un tout petit peu parce que finalement, ils auront même plus besoin de l'audit parce que peut-être qu'en janvier, ils passeront en D. Et en plus de ça, on le sait très bien, la maison sera valorisée en D plutôt qu'en E, soit en termes de prix, en termes de visibilité, etc. Donc, ça peut être sympa, effectivement, d'expliquer ça aussi aux propriétaires. Euh, Petite astuce qui peut être très connue aussi, hein, puisque pour le coup, c'est un site de l'État, mais qui permet vraiment de simuler sa future note. Je ne sais pas si tout le monde est au courant de ça, en tout cas, nous, on l'utilise beaucoup avec nos clients qui ont des questions par rapport à leur note. Hop. Et du coup, bien sûr, il sera possible, dès le 1er janvier 2026, de transformer votre DPE 2025 en DPE 2026 avec la nouvelle note, soit en écrivant, excusez-moi, votre numéro ADEME ici, et en cliquant sur rechercher, et après vous aurez plus qu'à télécharger le nouveau rapport, soit en cliquant encore une fois sur le numéro bleu du PDF en haut à droite, qui vous amènera directement à la page que j'étais. Et vous aurez un bouton tout simplement qui permet de télécharger le nouveau DPE. Voilà pour la nouveauté 2026. Et voilà pour tout. On a pu aborder, excusez-moi, on a pris un peu de retard, mais on a pu aborder tous les sujets qui devaient être abordés. Euh, du coup, on passe à la dernière partie pour ceux qui, bien sûr, ont encore le temps de rester et ont bien sûr des questions. En attendant, je vous affiche à l'écran certaines fonctionnalités. Ça va se dérouler tout le long à l'écran. C'est certaines fonctionnalités qui sont disponibles sur l'espace client. Donc voilà, si ça vous intéresse et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais en attendant, du coup, pour ceux qui souhaitent rester, on peut faire un petit question-réponse si vous souhaitez, si vous avez d'autres sujets à aborder, si possible sur le DPE, mais ça peut aussi, pourquoi pas, être sur d'autres sujets si ça convient à tout le monde. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions par rapport à ce qui est affiché à l'écran, c'est tout ce qui est nouveauté par rapport à l'espace client et à l'application d'IMO qui est dédiée aux professionnels de l'immobilier. Il y a un message aussi qui vient d'apparaître, effectivement, si vous avez des questions par rapport à ce qui s'affiche à l'écran, on a une adresse mail, hein, pro@dimodiagnostic.net. N'hésitez pas. Euh, J'espère en tout cas, c'est pas fini, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Mais j'espère que ce type de webinaire vous plaît. Euh, on a d'autres idées de sujets abordés. On n'a pas parlé beaucoup de l'audit, donc on pensait aussi en faire un sur l'audit, sur même d'autres diagnostics, sur la responsabilité, sur plein de choses. Donc n'hésitez pas si vous avez des envies, si vous aimez ce genre de format, n'hésitez pas à nous le dire, même à cette adresse mail aussi, pourquoi pas. Ça peut être intéressant et on pourra peut-être vous proposer des contenus qui y ressemblent. On a une question, je crois. Le nouveau DPE 2026 concerne que les logements de moins de 40 mètres carrés? Non, pas du tout. Je pense que ce que je vous ai mis à l'écran vous a peut-être induit en erreur. Je vous avais mis un screen à l'époque où il y avait les moins de 40 mètres carrés, le changement. Mais pas du tout. La nouveauté 2026 concerne tous les DPE habitation. Absolument tous. Et ça va beaucoup changer la donne, hein. On essaye de temps en temps de faire des simulations pour nos clients. Euh, voilà, pour ceux qui sont un peu curieux, souvent ça change presque une note, hein. Vous passez à la note du dessus. Alors bon, évidemment, si vous étiez en fin de F, ça va être compliqué de passer en E. Mais pour tous ceux qui sont en milieu, par exemple, ou alors en tout début de note, franchement, c'est fort probable que vous passiez à la note supérieure. Donc tant mieux. C'est une très bonne nouvelle. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions.
sur le DPE, sur ce que vous souhaitez. Alors, quelqu'un lève la main. Le souci, c'est que... Ah non, excusez-moi. OK. Merci de nous avoir donné. Pour la surface de référence, si on a un garage chauffé avec un poêle fixe, est-ce que ça vaut le coup de le démonter pour redire la surface de référence? Eh bien, c'est très technique comme question et ça dépend de plein de choses. Mais la réponse est oui. Bien sûr que vous pouvez retirer un système de chauffage dans une pièce, par exemple un garage aménagé, et à nos yeux, il ne deviendrait plus un garage aménagé et donc on ne le comptera plus dans le DPE. Mais il faut aussi savoir pourquoi on le fait. Parce que il y a un intérêt aussi à la surface de référence, c'est que plus elle est élevée, on va dire que plus la note sera positive. C'est pas exactement ça, mais souvent, plus le bien est grand, mieux c'est. Mais par contre, imaginez, vous avez un garage qui, en termes d'isolation, est catastrophique. Hein. La fenêtre, elle est vieille, il n'y a pas d'isolant, c'est vraiment catastrophique. Si vous mettez un chauffage dedans, on va certes compter le garage dans le DPE, mais en plus de ça, on va compter les murs du garage dans le DPE. Et donc, les murs du garage du DPE et les fenêtres vont faire baisser la note. Par contre, en réalité, si votre garage, il est magnifique, il est aménagé, il est rénové, il y a de l'isolation, il y a les fenêtres, et qu'il a un chauffage, bah, au contraire, gardez-le, vous allez gagner des mètres carrés en DPE, et en plus de ça, bah, votre note, elle sera bien, puisque votre garage, il est bien. Donc voilà, il ne faut pas tout le temps le faire non plus. Il y a des fois où c'est intéressant, justement, d'augmenter sa surface de référence. J'ai loupé, excusez-moi, qu'est-ce qui permet de passer de milieu de F à E? Bah, c'est la nouveauté de DPE 2026, Bastien, donc le fameux coefficient d'électricité qui change. Alors, ça concerne surtout les biens qui sont entièrement à l'électricité, donc chauffage et eau chaude électrique. Mais il y a un réel gain de notes en 2026. Du coup. Il faudra attendre. Mais comme je le disais, vous pouvez simuler directement dès maintenant vos DPE, voir un petit peu ce qui va se passer en 2026. Ça peut être intéressant. Et puis, n'hésitez pas à faire découvrir aussi ça. Si faites découvrir ça aux propriétaires, cette petite astuce-là. Je pense ils seront bien contents de savoir leurs futures notes. Et puis même pour se projeter aussi sur la suite. Ah, si on est en fin d'année, il y a peut-être certains biens où ça stagne un peu, en fonction peut-être aussi à cause de leurs notes, on sait très bien. C'est peut-être l'occasion de se dire, OK, est-ce que finalement en janvier, la note irait pas mieux et le bien serait de nouveau sur le devant de la scène. Désolé, je dois partir. Ambre, il n'y a pas de souci. Ambre, de toute façon, on a dépassé le délai. Donc là, tous ceux qui veulent rester, c'est vraiment du bonus. Moi, j'ai encore quelques minutes, bien sûr, à vous accorder. Ceux qui doivent partir, aucun souci. Et merci à vous. Hein. Merci à vous d'être venus. N'hésitez pas sur le mail si vous avez d'autres sujets, d'autres envies de webinaire. On pourra peut-être le faire. Avec plaisir, Grégory, Claude. Si j'arrive en retard, est-ce qu'on peut faire un court résumé? Ce qu'on peut faire, de toute façon, Bastien, c'est très simple, c'est qu'on va poster ce webinaire sur YouTube. Et d'ailleurs, il y a déjà la première version qui est sur YouTube. Donc, tout est déjà en ligne. Donc, il n'y a aucun souci. Voilà. Comment peut-il y avoir autant de différences entre les DPE suivant les diagnostiqueurs? Très, très bonne question. Comment? Parce que il y a plusieurs raisons à ça. Donc, c'est Fabrice qui pose la question. Il y a plusieurs raisons à ça. Premièrement, l'erreur est humaine. Voilà, donc c'est un humain qui fait votre DPE et un humain peut se tromper. Donc ça, évidemment, il faut être honnête, ça peut être une raison d'un DPE à un autre. Mais il n'y a pas que ça. Il y a la réglementation aussi qui malheureusement ne nous aide pas. Si je prends un exemple tout bête, la notion de prise en compte d'informations. Vous avez par exemple un diagnostiqueur qui va vous mettre en C parce que vous, en tant que propriétaire, vous lui avez promis que votre mur était isolé. Vous n'avez pas de preuve, hein, mais vous lui avez promis. Il vous a cru, donc il a mis votre mur en étant isolé. Vous êtes en C. Mais ce monsieur-là qui vous a mis en C, il n'a pas respecté la réglementation. Et si demain, vous faites venir un autre diagnostiqueur qui, lui, évidemment, ne vous croit pas parce qu'il n'a pas le droit de vous croire, en tout cas, il ne doit pas prendre en compte cette information-là, lui, il a besoin de preuves, et ben, vous serez peut-être en D, voire même en E. Et là, vous allez vous dire, ouais, mais c'est le pire diagnostiqueur, évidemment, c'est celui qui vous a mis en E. Et ben, en réalité, non. C'est juste qu'il y en a qui, malheureusement, font des raccourcis et du coup, desservent la profession
évidemment font plaisir aux propriétaires, et ça je le comprends tout à fait parce que c'est avantageux, mais c'est pas la réglementation. Et autre chose, le souci c'est que la réglementation nous ouvre les portes parfois sur des sujets, c'est-à-dire qu'il nous laisse le choix. Si on reprend l'exemple du trou dans le mur, ou le fait de démonter les prises, ce qui sont deux astuces qui peuvent permettre de voir l'isolant derrière le mur si on n'a pas de facture. La réglementation nous dit que le diagnostiqueur peut le faire. Il ne dit pas qu'il doit le faire, ni qu'il ne doit pas le faire, il dit qu'il peut le faire. Ce qui fait que si la réglementation nous dit ça, ça laisse le choix à un diagnostiqueur. Et donc forcément, vu que le diagnostiqueur parfois a le choix, bah forcément, ça va créer des différences entre deux DPE, puisqu'il y aura deux choix différents. Il y en a un qui va accepter de démonter les prises et donc il va voir l'isolation, votre note sera meilleure. Il y en a un autre qui va refuser pour tout un tas de raisons et donc votre note sera moins bonne. Pourtant, les deux ont en réalité fait un très bon DPE. Donc voilà aussi pourquoi certains DPE sont différents. C'est pas que de la faute du diagnostiqueur, honnêtement. Voilà, on n'est pas forcément aidé par la réglementation. Il faudrait que la réglementation soit plus tranchante. C'est le diagnostiqueur doit ou ne doit pas. Il ne faut pas nous laisser le choix. Si on nous laisse le choix, forcément, ça va être compliqué. Je ne sais pas si ça a répondu à la question, Fabrice. Si c'est assez clair. Avec plaisir. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas l'impression. Ah, eh ben oui. Bonne fin de journée à vous aussi et très, très bon week-end. On y est presque. Merci Jérémy. En tout cas, c'est très intéressant. Bah, écoutez, encore une fois, n'hésitez pas à nous donner on a quelques idées de prochains sujets à aborder. On n'a pas parlé de l'audit proprement parler. Il y a pas mal de sujets à aborder, donc on aimerait en faire d'autres. Mais si vous-même vous avez des besoins, des questions, vous avez l'adresse mail qui était marquée pro@zimodiagnostic.net. N'hésitez pas à nous les transmettre. C'est avec plaisir. Ok, bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc si c'est le cas, bah, écoutez, on va se laisser ici. Merci à vous en tout cas. C'est quel onglet sur l'ADEME pour la projection 2026? C'est pas vraiment un onglet, hein. Alors, attendez, je vais re-aller sur le lien, mais c'est pas vraiment un onglet. Vous pouvez aller soit ici là dans l'accueil et vous tapez le numéro ADEME, donc je sais pas moi, hop, par exemple un truc comme ça, là, voilà, et vous faites rechercher. Bon là évidemment il reconnaît pas. Soit directement vous allez dans votre DPE et vous cliquez ici. Et là je suis déjà allé au bon endroit. Je suis déjà sur la page qu'il faut. C'est vraiment en un clic. Là pour le coup, on n'a pas menti, c'est en un clic. Pas de souci. Et n'importe qui peut le faire, du moment qu'il dispose du numéro ADEME qui est ici et aussi là. Mais évidemment, s'il dispose du PDF du DPE, eh ben, il n'a plus qu'à cliquer là et c'est réglé. D'ailleurs, normalement, le QR code PTC, bon, il sert ou il sert pas, mais en tout cas, si vous flashez le QR code, bah, vous arrivez au même endroit. Hein. En flashant le QR code, vous arrivez aussi sur la page ici, tout simplement. Pourquoi pas? C'est moderne. Ok, bah écoutez, il n'y a pas d'autres questions, donc je clôture ce webinaire. Merci à vous en tout cas pour votre écoute et votre temps. Et bon week-end à tous, bonne fin de journée et à bientôt, sûrement. J'espère en tout cas pour peut-être un prochain webinaire. Merci à vous.